Vous avez dit il y a quelques jours sur notre antenne qu'une fronde était actuellement en cours parmi les forces de l'ordre. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vous l'ai dit il y a quelques jours en effet sur votre plateau et je le redis encore aujourd'hui puisqu'elle a toujours lieu. Il y a énormément de mécontentement de la part des policiers très légitimement après les paroles qui ont été tenues, notamment les paroles politiques suite à l'affaire de Nanterre, l'affaire dite Naël. Il y a évidemment ce lâchage du président de la République qui avait dit à ce moment-là que les faits étaient inexcusables et donc d'office écarter toute notion de légitime défense ou de respect du Code de sécurité intérieure. Il y a évidemment cette détention provisoire que peu de policiers comprennent. Et pour ma part, je vais vous le dire très sincèrement, je la comprends très difficilement concernant les conditions requises pour le placement en détention provisoire. Et ça reste un élément en fait qui perturbe énormément. Vous pensez que c'est pour collègues. calmer les émeutiers qu'il est en détention provisoire? Enfin, ça n'a pas fonctionné, ceci dit. Il y a évidemment la question du trouble à l'ordre public. Non, mais s'il avait été libéré, peut-être qu'une nouvelle série d'émeutes aurait éclaté dans le pays. Vous pensez vraiment que ça aurait pu être pire? Vous pensez que non? Je pense qu'on a atteint un point de non-limite, de non-retour. On n'aurait pas pu enchaîner plusieurs semaines d'émeutes? Les destructions, incendies, pillages, les seules choses qui ont fait que ça n'a pas continué, c'est que tout a été pillé et détruit. Et qu'on a juste déployé suffisamment de policiers, et d'ailleurs aussi bien les associations que les personnes, les acteurs de terrain, les médiateurs le disent. C'est la présence policière qui a fini, par avoir un effet de prévention et donc d'arrêt, de stop, en fait, d'arrêt de l'action, mais il y a aussi la réponse de la justice derrière, qui pour le coup a bien fonctionné, il faut le dire. Il y a eu une instruction de la part du garde des Sceaux à l'égard des parquets. Et pour le coup, la justice a bien fonctionné et ça a participé à marquer un stop. C'est pas le fait d'avoir placé en détention provisoire, puisque pour preuve, le trouble à l'ordre public est un critère de placement en DP. Sauf que ce trouble à l'ordre public, il n'était pas du fait du policier qui apportait toutes les garanties de présentation. Je rappelle juste que le tir du policier ne s'inscrit pas dans un cadre crapuleux. C'est un policier qui dit et qui pense avoir agi conformément à la loi, un policier qui, toute sa vie durant, a sauvé des vies et qui aujourd'hui est traité comme le pire des criminels. Donc vous pouvez entendre que pour les policiers, c'est très difficile à entendre. Et malgré tout, cette détention provisoire, je rappelle qu'à ce jour, il n'est toujours pas permis à ce policier de voir femmes et enfants qui eux-mêmes ont été mis à l'abri parce qu'ils font l'objet de menaces de mort, et que l'on prétexte, le trouble à l'ordre public qui finalement a eu lieu, et sa mise en sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes un policier, vous êtes menacé de mort, et la seule réponse que l'État vous offre, c'est « on va vous mettre en prison ». Même son avocat, Franck Lénard, a reconnu que s'il était resté en détention provisoire, puisqu'il avait fait une demande de remise en liberté, c'était pour éviter qu'une nouvelle série d'émeutes éclate dans le pays et donc par crainte effectivement d'un trouble à l'ordre public. Oui, sauf que ces troubles finalement ont duré près de 2 semaines et ont amené un saccage tel que de toute manière il n'y avait plus rien à faire. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu des milliers d'interpellations, il y a eu 700 policiers qui ont été blessés, il y a eu des dégradations extrêmement violentes avec des services sociaux, des écoles, des transports publics dans les quartiers populaires et des voitures de citoyens qui n'ont peut-être plus les moyens aujourd'hui de pouvoir se transporter, qui ont eu lieu. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait pu faire plus. Moi, je vous le dis très sincèrement et concrètement, c'est factuellement ce qui a été observé sur le terrain. Et en tant que fonctionnaire de police, je vous le dis, c'est la présence policière massive, et notamment lors du week-end du 14 juillet, qui a participé à mettre fin à ces émeutes. Rien d'autre. Et les dealers? Les dealers n'ont pas joué un rôle? Alors écoutez, il y a évidemment ici et là des paroles qui disent que les dealers auraient sifflé la fin de la récré. On entend, et en effet, que ça a pu arriver. C'est des choses qu'on avait déjà observées en 2005. Lorsqu'il y a eu les émeutes en 2005, il y a eu un assèchement à ce moment-là des réserves de stupéfiants dans les quartiers. Et lorsque ces réserves de stupéfiants, notamment en provenance du Rif au Maroc, ont été renouvelées, eh bien, les dealers avaient sifflé la fin de la partie. Donc, on a pu imaginer que cette année, c'était la même chose. Alors, il y a ici et là des divergences entre des zones géographiques où, en effet, il y a un trafic de stupes qui est extrêmement proéminent. Je pense notamment à Marseille. Mais en région parisienne, c'était moins vrai. Je reviens une seconde sur les propos d'Emmanuel Macron. Vous l'avez rappelé, il avait parlé dans un premier temps de drame inexcusable. Et puis quand Mathieu Vallet a alpagué après le 14 juillet, il a parlé, je cite, de conneries. Est-ce que le lien est rompu entre le chef de l'État et les policiers ? Et clairement, en fait, malheureusement, il a rompu ce lien. Il a une première fois tenu ce propos en utilisant le mot inexcusable. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il disait que le policier n'était hors les clous de la loi. Nous sommes la seule organisation syndicale à avoir prononcé notre désapprobation à l'égard de ces propos, aussi bien par voie de tract que par la voix de mon secrétaire général Grégory Joron, qui a bien signifié sur d'autres antennes qu'il y avait une rupture de confiance entre le président de la République et les policiers. Et puis il remet le couvert, sans aucune réaction de personne. Je rappelle juste qu'il y a quelques semaines, lorsque notre collègue était tout juste en garde à vue, David Lebars, qui est le secrétaire général de UNSA commissaire, a quand même dit, je cite, « Il n'y a pour moi, au regard de la vidéo, pas les conditions de la légitime défense ou du respect du Code de sécurité intérieure. » En fait, en réalité, notre collègue, il a été lâché par le politique. Il a été lâché aussi par une partie de l'administration, si on considère que M. Lebars en fait partie en tant que commissaire. Et puis, il a été finalement lâché
par tous ceux qui estiment qu'il fallait acheter Vous une lui en forme voulez de à paix David sociale. Lebars ? Oui, je lui en veux très sincèrement parce que nous, pendant ce temps-là, on a relayé une cagnotte organisée par les motards du 92 pour permettre à la famille de bénéficier en fait d'une assistance financière très rapide en sortant de toute polémique politicienne. Parce qu'il y a eu une autre cagnotte qui a déclenché une polémique. Voilà, il y avait une polémique, donc nous on est resté très en dehors de cela. On a assisté... Vous avez pensé quoi de cette autre cagnotte d'ailleurs ? Moi, comme je l'ai dit, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il y a eu une battle de cagnotte qui, pour moi, était indécente dans le débat public. Faire une battle de cagnotte comme si c'était un jeu, c'est totalement indécent. Je pense que notre collègue et sa famille n'avaient pas besoin de cela. Néanmoins, nous, de notre côté, on a organisé une cagnotte qui aujourd'hui réunit près de 90 000 €. Qui va bénéficier exclusivement aux besoins primaires de madame et de son enfant. Mais à côté de ça, on a aussi assisté notre collègue et adhérent. On a été régulièrement en contact avec son avocat. On a pris des positions publiques extrêmement fortes et on est les seuls à les avoir prises. Et puis, derrière, on a saisi les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, mais également le ministre, parce qu'on aura besoin du soutien du gouvernement et nous espérons l'avoir. Pour obtenir des choses que nous avons constatées plus particulièrement pendant ces 2 semaines d'émeutes qui ont fait suite à cette affaire, mais de toute manière que nous constatons depuis de nombreuses années. C'est notamment, par exemple, l'anonymat pour les policiers dans le cadre des procédures de manière générale. C'est également aussi, dans le cadre de cette affaire, ça aurait été important, la mise en place de la considération d'un statut pour le policier mis en cause ou mis en examen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre collègue est en détention provisoire, il est traité comme un criminel lambda. Je reviens sur ce terme de fronde, parce que c'est un terme évidemment fort que vous employez, Linda Kebab. Concrètement, comment ça pourrait se matérialiser cette fronde ? Eh bien, notamment avec l'absence d'initiative de la part des policiers. Vous savez, les missions de police sont dissociables. Il y a les missions qui sont incompressibles, d'urgence, notamment les missions de police-secours, les missions qui participent à préserver l'intégrité physique des personnes et leurs biens également. Mais il y a toutes les missions d'initiative, c'est-à-dire l'interpellation, les contrôles d'identité, évidemment la verbalisation, les contrôles routiers, etc. Et puis, du point de vue judiciaire, évidemment, le traitement des affaires les plus importantes, celles qui ont attrait notamment à l'atteinte des personnes vulnérables. Je pense notamment aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées, à des personnes à des procédures qui ne peuvent pas attendre et qui malheureusement aujourd'hui déjà attendent bien trop longtemps au regard de la charge de travail qui est la nôtre. Et de manière générale, les policiers disent qu'il faut absolument lever le pied puisque de toute manière, il n'y a pas de considération au regard de leur travail, que leur traitement, dès lors qu'ils sont mis en cause ou mis en examen, est le même que n'importe quel crapuleux qui aurait fait usage de son arme, alors que les policiers ont l'intime conviction, lorsqu'ils en font usage, de le faire pour le bien de la société. Ils se disent finalement pourquoi continuer à exposer leur vie. Elle pourrait commencer quand ? Aujourd'hui, les policiers, je ne vais pas rentrer dans le détail du secret quand même des échanges entre les policiers. Je pense qu'ils attendent un mot d'ordre. Ils attendent peut-être aussi un seul et unique. Jeter leurs menottes à terre, comme on l'avait vu oui, alors ça, sous Christophe Castaner. C'est quelque chose que notre organisation syndicale, à l'époque, c'était Yves Lefebvre, le secrétaire général de l'unité SGP, qui avait lancé cette première mesure. C'était d'abord à Bobigny, d'ailleurs, notre section du 93, qui, la première, avait organisé ce jeter de menottes, suivi très près de Nice, du 06. Et donc, du coup, après, qui avait inondé l'ensemble de la France. Mais à ce moment-là, c'était très symbolique. Et d'ailleurs, ça a suffi à faire comprendre au ministre de l'Intérieur de l'époque que les agents désapprouvaient son propos. Et il n'est pas resté longtemps ensuite. Il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps. Là, aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus social et surtout en rapport avec le président de la République, premièrement, mais avec le traitement judiciaire qui est fait, peut-être pénal de manière générale aux policiers qui leur est réservé, moins à l'attention du ministre de l'Intérieur. Et c'est peut-être cela qui est différent.